Chers téléspectateurs, ravis d'être avec vous dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, Madagascar met en lumière pour la première fois la célébration de la journée sans pollution. C'est un tournant dans son approche de la gestion de la qualité de l'air. La thématique choisie est la lutte contre la pollution émise par les véhicules. Cet événement vise à promouvoir des modes de transport plus durables et plus respectueux de l'environnement et à sensibiliser le grand public sur l'importance de la réduction de l'empreinte carbone et d'améliorer la qualité de l'air en réduisant l'usage des véhicules motorisés. Pour plus de détails. La qualité de l'air est l'un des enjeux environnementaux et de santé publique majeurs du XXIe siècle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 91% de la population mondiale respire un air pollué. Madagascar n'est pas épargné par ce phénomène alarmant. Durant les mois d'octobre, novembre et décembre, le taux de pollution à Antananarive s'accroît. Pour Antananarive, l'utilisation des voitures motorisées est la principale raison de la pollution de l'air, laquelle affecte l'environnement, la santé et même l'économie. La solution réside dans la marche à pied, l'utilisation des transports en commun et des voitures électriques, explique le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine. Pour la célébration de la journée sans pollution, célébrée pour la première fois à Madagascar hier, l'utilisation des voitures électriques a été initiée et le résultat a été visible grâce aux capteurs. Le ministre incite pour l'utilisation de ces véhicules qui sont exonérés de taxes. La célébration de la journée sans pollution se fera chaque année. Parallèlement à la célébration d'hier, la signature d'une collaboration entre le ministère de l'Environnement, le ministère délégué en charge de la gendarmerie à travers la DGSR, l'ATT, Vemoto, Kadi University et le CNRE a été effectuée. Le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, a reçu le nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne à Madagascar, Patrick Lynch, au Palais Vert d'Anouskeli, lors d'une visite de courtoisie aujourd'hui. L'échange a porté sur le renforcement de la coopération entre la Grande-Bretagne et Madagascar. L'aide et le soutien apportés aux communautés pour le développement local a été au cœur de leur discussion. Le président du Sénat a annoncé que les relations entre Madagascar et la Grande-Bretagne existent depuis 207 ans dans de nombreux domaines. Le Sénat malgache entretient également un partenariat privilégié avec la Chambre des Lords de Grande-Bretagne. Dans les actualités également, selon la loi, un architecte doit être engagé pour de projets de construction de 150 mètres carrés ou plus. Cependant, cela n'est pas encore respecté à Madagascar. D'après la plupart des Malgaches, engager un architecte coûte cher, ce qui est totalement faux, souligne la présidente de l'Ordre des architectes, Fadjessena Mirai et Yves Janel. 80% des constructions à Madagascar n'ont pas de permis. Pour cette raison, les villes et les logements semblent bâtis en désordre, voire d'une manière chaotique, se désole la présidente de l'Ordre des architectes, Raweli Aravaifar. En effet, il faut faire appel à un architecte pour une construction d'une infrastructure de 150 mètres carrés ou plus. Les architectes peuvent également concevoir des maisons pour toutes les catégories de personnes, selon leur budget, d'après toujours les explications. L'Ordre des architectes de Madagascar compte actuellement une 60aine de membres. Les architectes se distinguent par la rapidité et la qualité de leur travail. En économie, 30 à 40% de la production d'œufs est assurée par la commune d'Antananarive avec une production moyenne de 300 000 à 400 000 œufs par jour. Cependant, un malgache ne consomme en moyenne que 20 œufs par an, alors que les œufs apportent des nutriments essentiels pour l'organisme. C'est dans cette optique que la 3e édition du Festival des œufs se tiendra à Antananarive. Détails sur les images de Yves Janel. Environ 300 éleveurs de poules pondeuses et de poulets de chair sont regroupés à Antananarive dans le district d'Ambujachim. En termes de production, Antananarive est le premier producteur d'œufs à Madagascar, approvisionnant le marché à hauteur de 30 à 40%.
La production oscille entre 300 000 et 400 000 œufs par jour. Toutefois, les éleveurs font face actuellement à une pénurie de poussins, explique Anzaratina Numenzanaar. Le prix de l'œuf est fixé à 550 ariars au départ de la ferme. Afin de stabiliser les prix sur le marché, un marché local est en cours de création pour permettre aux producteurs de vendre et stocker leurs œufs. Ce marché devrait ouvrir d'ici la fin de l'année, explique le maire de cette commune, le docteur Firmin Rakutunumenzanaar. Les œufs contribuent à l'économie et au développement de la commune, car chaque œuf vendu génère des revenus pour la collectivité. Actuellement, la consommation d'œufs à Madagascar reste faible, avec seulement 20 œufs consommés par personne par an, alors qu'elle est de 120 par an à Maurice et de 230 en Europe. Pourtant, les œufs sont riches en nutriments essentiels comme les protéines et devraient être consommés régulièrement. C'est pour cette raison que la commune, avec ses partenaires, a créé l'événement Festival des œufs, qui est à sa 3e édition et qui se tiendra du 18 au 20 octobre à Antanet Bemazaz. Le thème de cette édition est « Soutenez la production locale pour le développement des familles, de la commune et de Madagascar ». Plusieurs festivités sont au programme. Et une jeune entrepreneur malagasy, fondatrice de la société Made for a Woman, a remporté le trophée du prix économique de la francophonie. Samedi dernier, la remise du trophée a été effectuée à l'Intercontinental de Paris par le président du Vietnam, qui est à la fois le président international du Forum des affaires francophones. Natera Koutmav pour plus de détails. L'entreprise Made for a Woman est une entreprise de transformation du raffia qui emploie jusqu'à 350 personnes vivant dans des conditions défavorisées dans le monde, dont la plupart se trouvent à Madagascar. L'objectif principal de la jeune femme fondatrice de la société est d'aider les femmes en difficulté pour qu'elles soient autonomes. L'entreprise Made for a Woman collabore avec de grandes entreprises de marques de luxe du monde entier, notamment pour la promotion des produits Vita Malagasy. Quand j'ai créé Made for a Woman il y a 4 ans à Madagascar, l'objectif c'était vraiment d'améliorer les vies des personnes de Madagascar à travers le tissage de la raffia. Et comme on est un pays francophone, vraiment je pense que c'est un prix vraiment incroyable, étant quand même francophone. Et je pense que ça pousse quand même le projet et aussi notre savoir-faire du pays, parce qu'on a un savoir-faire, on est un pays avec beaucoup de potentiel. Et je suis très contente qu'aujourd'hui, pas seulement grâce à ce prix, mais aussi toutes les collaborations officielles qu'on avait avec des grosses marques françaises, du groupe LVMH et Richemont, on peut vraiment montrer au monde qu'est-ce qu'on est capable à Madagascar et comment on peut se faire connaître encore plus dans le monde. Dans cette vision alliance sociale et émancipation de la femme, Eileen Akbarali, fondatrice de la société, a remporté le trophée Prix économique de la francophonie, décerné lors de la 19e édition du Sommet de la francophonie qui s'est tenu à Paris. J'aimerais bien que l'entreprise, ça soit un modèle pilote pour d'autres entreprises autour du monde. Je veux que Madagascar devienne un pays où est connu pour sa richesse à travers le tissage, à travers l'artisanal, et je veux pousser le Made in Madagascar. Enfin, en tant que jeune, avez-vous un message pour les jeunes, les jeunes entrepreneurs? Les jeunes entrepreneurs de Madagascar, je pense qu'on vit dans un des plus beaux pays du monde, capable à faire et la beauté de notre pays. La remise du trophée a été effectuée samedi par le président vietnamien, à la fois le président international du Forum des affaires francophones à l'Intercontinental de Paris. Et les entreprises chargées de la réhabilitation d'une partie de la route nationale 2 reliant Ranmafan à Tuamasin s'emprêtent à entamer les travaux. Des améliorations préliminaires seront effectuées avant le bitumage afin de faciliter la circulation sur cette route, a déclaré le ministre des Travaux publics, Radraman Zatouf. 2 entreprises chinoises ont obtenu le marché pour la réhabilitation de ce tronçon de la route nationale 2 allant de Ranmafan à Tuamasin. Les équipements nécessaires sont déjà en place, notamment les camions, les machines de concassage et divers autres matériels.
Avant le bitumage, le ministre des Travaux publics a donné des directives aux entreprises pour faciliter la circulation sur cette route, notamment en procédant à des améliorations préalables afin que les véhicules, surtout les poids lourds, puissent y circuler plus facilement. Des représentants de la Banque mondiale, principal bailleur de fonds pour la réhabilitation de la route nationale 2, ont accompagné le ministre lors de sa visite pour évaluer la préparation des entreprises sur place. Et puis, les 3 personnes impliquées dans l'affaire de vol d'argent pris d'un terrain à Tzarafnenen ont été placées en détention préventive à Antanmour. Parmi eux se trouvait le racoleur qui était de mèche avec les bandits. Le 30 septembre dernier, ils ont dévalisé un homme qui venait de vendre son terrain. Les 1 800 000 arrières ont été restitués. Antonienne Martina. Le 30 septembre dernier, une attaque a eu lieu dans le quartier de Tzarafnenen, Fuktaniabatfuti, commune d'Ambouimalaz. Un père et sa fille se sont fait voler 6 millions d'ariars, le prix d'un terrain qu'ils venaient de vendre. Selon nos sources, c'est le racoleur qui les a aidés à vendre le terrain, qui a orchestré le vol, aidé par ses complices. Selon les explications, il était tout le temps au téléphone lors de la préparation des documents de vente et la transaction a même eu lieu chez lui. Après toutes les procédures et lorsque la vente a été conclue, l'homme et sa fille ont été victimes d'une attaque sur la route d'Imirkassin. Les bandits ont abattu la fille avant de s'emparer des 6 millions d'ariars. Alertés, les forces de l'ordre ont poursuivi les bandits et ont pu appréhender l'un d'eux. Après enquête approfondie, les 2 autres bandits ont été arrêtés et actuellement, ils sont tous les 3 en détention provisoire à Antanmour. 1 800 000 ariars ont été restitués. Et on enchaîne avec les actualités internationales. Israël a lancé ce jour les cérémonies marquant le premier anniversaire de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire du pays qui a déclenché la guerre en cours à Gaza. France 24. 6h29. Ce lundi matin, la musique qui retentit dans le kibboutz de Re'im s'arrête subitement. Il y a un an, jour pour jour, ce même morceau s'était interrompu à la même heure lors du festival Nova, attaqué par les commandos du Hamas. Aujourd'hui, le bruit des balles et des cris d'horreur a laissé place à une longue minute de silence et aux pleurs des proches des 364 personnes tuées ce jour-là. Une commémoration marquée par l'écho des tirs d'artillerie à Gaza, à seulement quelques kilomètres. Après un an de guerre, le président israélien présent sur les lieux a appelé le monde à soutenir l'État hébreu. C'est une cicatrice sur l'humanité, c'est une cicatrice sur la face de la terre. Et le monde doit réaliser et comprendre que pour changer le cours de l'histoire et apporter la paix et un avenir meilleur à la région, il doit soutenir Israël dans sa bataille contre ses ennemis. D'autres cérémonies se sont produites dans les kibboutz de Be'eri et Niroz qui ont aussi connu des massacres le 7 octobre. À Jérusalem, les familles des otages toujours retenus à Gaza se sont aussi rassemblées dès l'aube devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour demander leur libération. Cela fait 1 an que je ne sais rien de mon père. Rien. Aucun signe de vie. Je veux dire à mon père que je l'aime. Nous n'arrêterons pas de faire entendre leur voix. Nous n'arrêterons pas d'insister sur l'aspect moral et sur la chose la plus fondamentale, qu'ils reviennent sains et saufs le plus tôt possible. D'autres cérémonies sont prévues un peu partout ce lundi en Israël, mais la cérémonie officielle préenregistrée dans la ville d'Ofakim et diffusée plus tard dans la soirée est largement boycottée par les familles des otages et des victimes. Et l'agence officielle libanaise ANI a fait état de 4 raids israéliens dimanche soir contre la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, pilonné depuis plusieurs jours. L'armée israélienne disant y avoir visé des entrepôts d'armes du mouvement. France 24.
C'est une scène assez habituelle. Je pense que vous voyez derrière moi, c'est la banlieue sud de Beyrouth avec des fumées qui vont dans le ciel. Tout cela, évidemment, fait suite, vous l'avez dit, à ce déluge de feu, cette énorme commotion qu'on a vécue ici à Beyrouth ce week-end avec plus de 30 frappes dans la nuit de samedi à dimanche où tous les immeubles ont tremblé, où on a entendu les déflagrations et des boules de feu qui ont fondu la nuit pendant plusieurs heures, des détonations qui ont été entendues à des dizaines de kilomètres à la ronde. Donc on est ici dans une intensification certainement de l'offensive aérienne qui montre bien l'offensive aérienne. Ce matin, il n'y a pas de drone israélien dans le ciel de Beyrouth, mais tout le monde s'attend évidemment à ce que ça reprenne. Et pour finir, et pour rebondir à ce que j'entendais en plateau, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était hier soir, avant les commémorations du 7 octobre, sur cette frontière de Nord-Israël et Sud-Liban pour encourager les soldats, la troupe, alors qu'ici, on craint évidemment une spirale de violence et une intensification, notamment terrestre, des intrusions et des pénétrations militaires israéliennes. Et pour terminer, en Tunisie, près de 10 millions de Tunisiens étaient appelés à voter ce dimanche pour la présidentielle. Kais Saied, président sortant, est déjà donné vainqueur avec 89% des voix selon un sondage à la sortie de l'urne. Autre enjeu clé de cette élection, le taux de participation s'élève à 27,7%, moins que 2019 qui était à 45%. France 24. Alors le taux de participation de 27,7% est très bas par rapport au taux de participation à la présidentielle de 2019 qui était de 49%. Par contre, il est à l'image de ce que le pouvoir peut mobiliser depuis 5 ans, puisque en 2022, lors du référendum constitutionnel, il était également de 27%, et au scrutin législatif de 2023, il avait chuté à 11,5%. Ce qu'on peut noter dans les premiers résultats de participation, c'est surtout l'absence des jeunes. 6% seulement de jeunes entre 18 et 35 ans sont allés voter, alors qu'ils représentent le plus gros du contingent électoral. Et par contre, on a 60% de personnes âgées entre 36 et 60 ans qui sont allées voter. Donc une grande désaffection des jeunes dans un scrutin qui s'est déroulé de façon très normale ce dimanche, avec une relative affluence dans les urnes, beaucoup de gens qui venaient en famille, beaucoup de retraités également qui se sont déplacés très tôt le matin. Beaucoup qui disent redonner confiance à Kais Saied pour un second mandat parce qu'ils croient en lui, d'autres qui étaient plus hésitants et qui surtout disaient ne pas connaître les deux autres candidats. On a en effet une campagne électorale qui a précédé le scrutin qui s'est fait de manière très elliptique, puisqu'il n'y a pas eu de meeting, il n'y a pas eu non plus de grands débats télévisés ou radiophoniques entre les candidats, et un candidat se trouve actuellement en détention. Alors les résultats préliminaires devraient être annoncés demain, et puis les résultats définitifs d'ici un mois. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après pour la soirée frisson avec le film Mégane. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.